Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dédiée à Azure Kubernetes Service et vidéo faisant partie d'un ensemble, d'une playlist qui est dédiée du coup à faire une introduction assez détaillée aux différentes options disponibles dans Azure Kubernetes Service. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à un des éléments qu'on peut trouver dans un cluster Kubernetes dans Azure, à savoir les worker nodes. Petit rappel très rapide sur l'architecture de Kubernetes. Dans Kubernetes, on va parler de cluster, un ensemble de machines physiques ou virtuelles. Dans Azure, on parlera donc de machines virtuelles. Ces machines se décomposent dans un cluster Kubernetes au sens large en deux catégories. Les master nodes d'un côté qui sont le centre de pilotage du cluster. Donc ces machines-là sont représentées côté AKS comme étant le contrôle plane d'AKS, faisant l'objet d'une autre vidéo. Et puis on a la partie worker, donc ce sont les machines avec les moteurs de conteneurs qui vont faire tourner en gros les applications, donc applications tierces ou applications que vous avez développées derrière. Et donc les workers vont recevoir ou être connectés au control plane et donc vont recevoir les ordres venant du control plane qui seront donc du coup envoyés et faits localement. Donc, du côté d'Azure Kubernetes Service, les worker roles, les worker nodes, euh, peuvent être de deux types, en fait, globalement. Soit on va parler de kubelet, donc ça c'est le type principal qu'on va voir et c'est ce que je vais détailler dans cette vidéo. Donc le kubelet, c'est un des composants de Kubernetes qu'on va trouver, donc un composant logiciel, qui est installé sur l'ensemble des nœuds workers. Le kubelet, je le définis toujours comme étant finalement le représentant légal sur un nœud des masters. Donc en gros, en tant qu'administrateur ou via des solutions de pipeline, on va envoyer des ordres au centre de pilotage, les masters, qui s'appelle le control plane dans AKS. Et donc une fois que ces ordres sont reçus, eh bien, les masters, via le scheduler de Kubernetes, vont envoyer ces ordres à un ou plusieurs workers. Et sur les workers, vous avez un composant qui est en charge de faire appliquer les ordres qui ont été envoyés. Ce composant, en fait, c'est le kubelet. Donc c'est lui finalement qui va faire tout le travail à l'échelle locale d'un nœud, d'une machine. Alors, dans AKS, il y a deux notions. Soit on parlera de kubelet, effectivement, et ce sera des machines virtuelles relativement classiques. Soit on a également la notion de virtual kubelet. Donc le virtual kubelet, l'idée derrière le virtual kubelet, en fait, c'est d'utiliser dans AKS un autre service d'Azure qui est un service, on va dire, en mode serverless, qui s'appelle Azure Container Instance. Donc c'est un service en fait qui permet d'instancier des containers sur une plateforme de containerisation qui est gérée 100% par Microsoft, qui s'appelle donc ACI, Azure Container Instance. Et globalement, vous ne voyez pas l'infrastructure sous-jacente, vous dites simplement je veux déployer tant de containers euh, à tel endroit avec telle puissance, etc. Donc globalement, il y a eu un composant qui a été fait qui s'appelle le Virtual Kubelet qui permet en fait de matérialiser ou d'exposer la plateforme Azure Container Instance comme étant une sorte de super machine qui a un kubelet aussi. Donc en gros, on envoie ça comme si c'était un nœud de cluster. Il y a un représentant légal qui est ce Virtual Kubelet et lui, en fait, va piloter entre guillemets SCI derrière, mais il faut voir ça comme une sorte de super nœud. Donc ça permet des scénarios d'extension relativement rapides, parce que là, ici, l'Azure Container Instance, il est toujours up and running. Et donc le Virtual Kubelet peut être utilisé pour faire des traitements particuliers, pour avoir, on va dire, une élasticité ultra rapide. Et donc vous avez une procédure qui vous permet effectivement de configurer tout ça. Et donc c'est vraiment fait, et c'est l'usage principal pour scaler de manière très rapide. Voilà. À noter que le virtual node ou le virtual kubelet et donc le virtual node associé ne fonctionne qu'avec des pods et des nodes Linux. Donc si vos workloads tournent dans Kubernetes sur des workers de type Windows, le virtual kubelet ne s'applique pas. Voilà. Et donc le virtual kubelet en fait est à l'origine d'un projet open source s'il veut bien se charger, voilà, que vous pouvez retrouver sur GitHub. Et donc qui est une implémentation du kubelet particulière, effectivement du kubelet de Kubernetes. Et ça marche donc pour Azure, mais ça marche également pour d'autres providers derrière. Donc on peut les voir ici. Donc effectivement, ça va permettre effectivement de matérialiser Azure Container Instance comme étant un nœud du cluster Kubernetes
Mais vous voyez également que ça marche chez d'autres fournisseurs. Au passage, je ne savais pas, c'est qu'effectivement, il y a un virtual kubelet qui permet effectivement de faire du batch en utilisant Azure Batch pour la partie GPU. Eh bien, voilà. Ceux qui connaissent AWS, effectivement, connaîtront également Fargate, qui est l'équivalent d'ACI, et qui permet de faire la même chose. Voilà. Donc ça, c'est le virtual kubelet. Très honnêtement, c'est pas ce qu'on voit le plus, mais il est bon de savoir que ça existe. Et puis, ben, la plupart du temps, majoritairement, on va dire 99,99% du temps, vos clusters AKS auront donc un contrôle plane, qu'on va voir qui était ici, donc qui fait l'objet d'une autre vidéo, et donc va être composé d'un ensemble de machines virtuelles qui vont être les workers, et sur chacune de ces machines virtuelles, on aura un composant qui s'appelle le kubelet. Alors, un cluster Kubernetes va être composé donc d'un master, plus de workers, et les workers eux-mêmes sont divisés en groupes qu'on appelle des pools, des node pools, et donc ce sont des groupes de machines du même type. Donc ces machines virtuelles, alors soit on va vraiment avoir une machine virtuelle au sens de l'objet de la machine virtuelle, ça c'était l'implémentation d'origine qu'il y avait dans AKS. Désormais déjà depuis quelques années, on voit maintenant, on utilise plutôt maintenant en fait des node pools qui sont des VM scale set, hein. Donc c'est-à-dire des virtual machine scale set, des ensembles de machines virtuelles qui sont toutes les mêmes et qui ont la capacité d'un VM scale set dans Azure, à savoir de dynamiquement pouvoir agrandir le nombre de machines et donc la taille de la ferme représentant le node pool. Pour ces machines virtuelles ou ces machines virtuelles dans des VMSS, hein, vous allez pouvoir choisir le type de processeur virtuel qui sera sous-jacent, donc sous-jacent avec la plateforme en dessous. Donc on aura bien entendu principalement des machines virtuelles sur base Intel. Donc base Intel du x64, soit de l'AMD, soit de l'Intel du coup. Et puis désormais, depuis déjà à peu près un an, ouais, à peu près, on a également le support dans AKS de node pools qui vont utiliser des machines virtuelles avec des processeurs ARM. Donc ça peut être intéressant pour des raisons de consommation électrique, de coût simplement. Mais ça peut également jouer si vous avez une organisation pour laquelle la partie sustainabilité et responsabilité peut être important et vous voulez réduire votre impact carbone derrière. Les processeurs ARM sont réputés, entre guillemets, pour être moins consommateurs derrière. Après, je ne suis pas un expert vraiment là-dessus, mais c'est ce qu'on dit globalement. Donc, en gros, vous avez le choix de faire tourner ça sur de l'Intel compatible ou sur de l'ARM. Et donc derrière, alors vous voyez que voilà, ça date de mars 2022 pour la public preview, mais c'est désormais normalement, en GA, en Generally Available, désormais dans la caisse. Donc, j'ai un petit peu de lecture derrière. Alors ça concerne voilà, les séries qui correspondent à la partie ARM, c'est les séries DPS quelque chose en version V5. Voilà, vous avez tout le détail derrière. Là encore, la mind map est disponible dans la description de cette vidéo, ainsi que la playlist de l'ensemble des vidéos d'introduction. Ces machines virtuelles, ou ces VM Scale 7, donc derrière, en termes d'achat, vous allez avoir différentes options, donc, qui vont être après à utiliser dans un sens ou dans l'autre, en fonction de l'usage que vous allez faire dans votre cluster. Bon, le PS Hugo, c'est le tarif traditionnel d'une machine virtuelle, rien d'extraordinaire derrière. Par contre, si on a des machines, si on a des clusters où on va avoir un nombre de machines minimum qui va toujours tourner, je sais pas, 3 minimum, voire plus, s'il tourne 24 jours sur 7, enfin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça peut être intéressant de passer par des réservations. Donc en gros, c'est un engagement à faire tourner les machines pendant un an ou 3 ans, et la contrepartie, c'est que vous committez, vous engagez entre guillemets à payer cette somme-là, et donc ça permet d'avoir une réduction relativement importante du tarif par rapport à du PSUGO. Donc ça, c'est intéressant à voir.
dans un cluster Kubernetes, de se dire combien, c'est quoi le strict minimum que je vais avoir en nombre de machines qui vont tourner 24/7, et du coup, peut-être passer par des réservations pour ces machines-là. Ensuite, les machines qui, elles, seront sur la partie scalabilité et sur la partie variabilité, qui peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l'usage du cluster. Là, ce sera à voir si vous voulez passer par du paiement pay-as-you-go, voire passer par ce qu'on appelle des instances spot. Donc les instances spot, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir une remise super importante sur le prix d'une machine virtuelle pour l'heure d'exécution. Mais l'instance spot a cet intérêt, donc la réduction peut aller jusqu'à peu près 90% du prix. Par contre, il y a une contrepartie toujours derrière, c'est que si c'est basé sur un système d'offre et de demande, s'il y a beaucoup de demandes d'une machine à l'instant T, la plateforme peut vous reprendre la machine qui était facturée très faiblement et donc vous la désallouer en 30 secondes. Donc dans Kubernetes, c'est pas très grave si on a un cluster qui est mixé avec des choses qui ne peuvent pas être arrêtées et des choses qui peuvent être arrêtées. Euh, Parce que Kubernetes saura redémarrer et redéployer les workloads à l'intérieur du cluster. Néanmoins, ne faites pas un cluster forcément avec que du spot, surtout si vous avez des clients derrière, etc. Mais le spot peut être une bonne option dans un mix avec de la réservation, du pay-as-you-go. C'est une bonne option également si vous utilisez votre cluster pour faire par exemple des entraînements de type machine learning ou autre. Ça permet d'avoir accès à des machines beaucoup plus puissantes à un tarif super intéressant. Et là encore, sur des traitements de type batch, des fois on peut avoir une interruption ponctuelle et c'est pas très grave. Voilà. Donc vraiment à regarder. Je pense que les gens n'utilisent pas encore assez les machines spot. Donc à noter, c'est effectivement les machines spot auront leur propre node pool. Donc vous allez dire par exemple, j'ai mon node pool primaire qui est installé avec le cluster, un node pool secondaire qui est là où j'ai mes applications, et un troisième qui sera le spot qui me servira à déborder ou à faire des traitements particuliers dessus. Et donc ce sera lors de la création du node pool que vous allez définir que vous allez vouloir du spot. Attention, on n'a pas de SLA sur du spot, comme j'ai dit, ça peut être désalloué à tout moment. Donc sur cette partie-là, effectivement, il n'y aura pas de SLA quant à la disponibilité. Il y a des limitations, mais ça vous vous en doutez. Un node pool, par exemple, un spot ne peut pas être le node pool par défaut. Le node pool par défaut, c'est celui où vont tourner les pods système de Kubernetes. Donc ce sera forcément du coup un node pool secondaire. Voilà. Un autre pool doit être en virtual machine scale 7. Ça, c'est pas vraiment une grosse limitation parce qu'aujourd'hui, la plupart des clusters utilisent du VM scale 7. Et puis après, effectivement, le node pool, on va lui mettre des labels supplémentaires et des teintes. Donc voilà, on pourra faire 2-3 choses qui sont assez intéressantes dessus. Donc ces machines virtuelles, elles tournent, ou ces VMSS, vont tourner sur l'infrastructure mutualisée de Microsoft, celle où la plupart des gens font tourner leur infrastructure. On peut avoir des organisations où il y a une volonté de ne pas faire tourner ces machines virtuelles sur le même hyperviseur que d'autres clients. Ça, c'est le principe du multi-tenant, de la multilocation, mais on peut avoir des contraintes ou la volonté de ne pas héberger ces machines virtuelles à côté d'autres machines virtuelles qui ne sont pas les nôtres, même si elles sont isolées par Microsoft. Et donc, vous pouvez tout à fait utiliser ce qu'on appelle le Azure Dedicated Host, qui est en gros la location ou la réservation d'hyperviseurs que pour vos workloads, et donc faire tourner vos machines virtuelles directement sur ce Dedicated Host. Au passage, j'aurais dû peut-être mettre une flèche d'ailleurs comme ça, parce qu'effectivement, ça peut également tourner dessus. Et puis ici, on va dire... Voilà. Dernière option de véhicule d'achat de ces machines virtuelles ou d'ailleurs de ces dedicated host, c'est ce qu'on appelle l'Azure Compute Saving Plan. Donc ici, la réservation, c'était on s'engage à utiliser un type de machine virtuelle pendant une durée donnée de 1 an ou 3 ans. Mais du coup, là, on se retrouve limité avec un type de machine virtuelle bien spécifique ou une famille bien spécifique. Les Azure Saving Plan, eux, ça permet d'avoir quelque chose de plus généraliste et de se dire, en fait, je vais m'engager à payer un certain montant pour des services de type compute à l'heure. Et le tout sur une durée de 1 an ou 3 ans. Donc, par exemple, dire, je vais payer 10 dollars par heure de compute sur 1 an. Donc après, 10 dollars fois 24 heures fois 365 jours, ça vous donne l'enveloppe sur 1 an. Ça, c'est le prix public. Et puis après, du fait de s'engager sur 1 an, vous avez une réduction derrière sur les prix. Sur 3 ans, une réduction supplémentaire.
Et bien l'idée derrière du saving plan, c'est que par contre on n'est pas, c'est vraiment sur du coût de compute. Donc après derrière, quels que soient les types de machines virtuelles que vous allez utiliser, les familles, vous pouvez changer en permanence, ça va pas, il n'y aura pas de souci parce que c'est vraiment sur le montant payé par heure de compute. Donc ça c'est des choses à regarder vraiment quand on va commencer à penser un petit peu à la stratégie et au type de node qu'on va vouloir déployer dans son cluster AKS. Ensuite, il y a deux types de node pool qui existent. Il y a les node pool user, les node pool system. Donc les node pool system, c'est là, en fait, c'est le node pool par défaut. De base, quand on a un cluster AKS qui est déployé. Et après, si vous redéployez un nouveau node pool et que vous le dites de type système, ça voudra dire également que les pods système, donc ceux qui servent à faire fonctionner finalement l'ensemble, les composants applicatifs qui tournent sous la forme de pods dans Kubernetes, qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien, vont tourner. Donc ça, ce sera forcément du coup des machines qui vont tourner sur du Linux. Hein. Je rappelle que la partie Kubernetes a été conçue à l'origine sur Linux. On peut également avoir des node pool users, qui seront eux des node pools dans lesquels vous allez en gros déployer vos applications et vous ne voulez pas de pod système sur ces nœuds particuliers. Et là, dans ce cas-là, ce sera soit des machines Linux, soit des machines Windows, soit un dernier type de machine un peu particulière qui s'appelle les WASI. Les WASI Node Pool, alors, chose assez nouvelle, qui va passer par des composants un peu particuliers. Et donc les WASI, en fait, c'est pour Web Assembly System Interface. Donc en gros, vous faites tourner des applications qui sont packagées avec un binaire particulier et qui sont faits pour être exécutés sur des runtimes de type WASM. Donc on va dire que c'est une sorte de containerisation un peu particulière. Et donc c'est très spécifique ici pour le coup. Généralement, la plupart du temps, on va surtout voir en fait des node pools Linux et de temps en temps des node pools Windows, donc avec du coup des serveurs qui vont faire tourner du Windows en serveur core et sur lequel effectivement on aura des applications containerisées pour le monde Windows. On pourrait se demander pourquoi on le fait alors que les containers Linux existent et sont majoritairement utilisés à plus de 90%, voire 95%. Simplement parce qu'il y a aujourd'hui plein d'éditeurs qui ont un code qui ont du code qui a été écrit sur Windows depuis des années, qui fait un legacy qui est assez important et que tout redévelopper pour le monde Linux, pour le mettre en container, ça n'a pas forcément de sens. Également dans le monde du jeu vidéo, le Windows reste quand même une des références en termes de plateforme pour les jeux vidéo et du coup les équipes de développement ont les habitudes de développer sous Windows et donc y compris pour les parties back-end ou serveurs externalisés, ils ont fait ça également sur Windows, donc ça peut avoir un sens d'avoir des containers Windows et donc des node pools de type Windows. On en revient du coup en parlant de tout ça finalement au système d'exploitation. Donc système d'exploitation qu'on va voir donc, sur ces node pools. On va avoir du Windows Server. Windows Server en édition 2019 ou 2022. Là encore, le plus récent et le plus intéressant, mais on peut avoir, entre guillemets, validé l'ensemble de ses applicatifs et de son code par rapport à une version de Windows, et on ne veut pas forcément changer tout de suite. Donc du coup, effectivement, les deux sont supportés aujourd'hui. Et puis après, doucement, le support après changera, mais pour l'instant, les deux sont supportés. Donc quand vous allez créer des containers Windows Server, effectivement, ces containers, la layer de base du container sera soit sur une base de 2019, soit sur une base de 2022. Donc, si vous passez si vous avez des containers Windows Server 2019, ils devront être exécutés sur un host, donc sur un nœud Windows Server 2019. Si vous avez des containers dont l'image de base est un serveur 2022, ça devra tourner sur un node pool, un node 2022. Voilà, ça c'est important. C'est des questions d'ailleurs qu'on a dans les examens des fois de Microsoft. Et donc on parle ici de versions qui sont des versions core bien entendu. Sur la partie Linux, qui est globalement, comme je disais, 90-95% des workloads qui tournent dans AKS sont principalement sur des environnements Linux. La distribution de base, c'est Ubuntu, décliné en 10.08 et 18.04 et 22.04. À partir de la Kubernetes 1.25, les options de base sont la 22.04 d'Ubuntu, la LTS, et le Windows Server 2022.
Alors, il y a plein de choses qui sont faites, depuis très longtemps sur AKS, enfin, et dans plein d'autres services d'Azure, sur une base de Ubuntu. Et donc, on a encore des traces ici qui traînent, des anciennes versions, d'AKS, la 16.04, mais globalement aujourd'hui, quand vous déployez un cluster, vous avez des images qui sont plutôt en 22.04. Voilà, ça paraît un peu logique, mais c'est bon de le rappeler. Un autre type de distribution Linux qu'on peut avoir sur de l'AKS, ça c'est un choix qu'on va faire lors de l'installation, lors de la création des node pools, c'est d'utiliser de l'Azure Linux Container Host, appelé également CBL Mariner. Donc ça c'est une distribution qui provient de Microsoft, qui est entièrement gérée par Microsoft. Vous l'aurez compris ici que quand on a de l'Ubuntu, on dépend quand même de la gestion du cycle de vie, de la sécurité, euh, bah, vis-à-vis de Canonical, parce que Canonical est l'éditeur de la partie Ubuntu. Donc on a fini par faire également chez Microsoft notre propre solution, donc qui s'appelle CBL Mariner, qui a été renommée après en Azure Linux Container Host. Et globalement, c'est quoi? C'est la distribution de Microsoft. Donc c'est une distribution open source créée par Microsoft et maintenue par Microsoft, ultra léger. C'est au passage, le Azure Linux Container Host est utilisé sur AKS, sur Azure Stack HCI, sur les produits Arc, notamment le Resource Bridge. Et puis voilà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va dire en termes de supportabilité ou de réaction par rapport à des problématiques de sécurité, on va très très rapidement, effectivement, pouvoir intervenir parce que c'est la solution de Microsoft, quoi, tout simplement. Et puis, si CBL Mariner vous intéresse, il y a un GitHub qui existe, Microsoft/CBL Mariner, donc qui est le Linux OS utilisé par les services, cloud, et puis toutes les appliances Edge. Et vous avez le détail derrière. Je ne sais pas s'il y a des ISO. Bah si, il y a même des ISO, donc vous pouvez même jouer avec ça si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, ces node pools, donc ces machines virtuelles, on va pouvoir utiliser des GPU avec, hein. Donc on peut utiliser différentes machines, différentes catégories de machines virtuelles, à peu près tout ce qui est disponible dans Azure. Et puis pour les machines virtuelles qui vont avoir des GPU un peu particuliers, eh bien il y a le support en fait des node pools avec des multi-instances GPU. Donc ça typiquement ce sera pour notamment les Ascent Tensor Core GPU qui eux-mêmes peuvent être en fait divisés on peut les découper, ces GPU qui sont très puissants, en instances indépendantes qui seront utilisées après au sein du cluster. Donc là, ça concerne, à ma connaissance, qu'un seul gabarit de machine, qui est l'AND96 ASRv4. Mais voilà, donc là, on est vraiment ici sur des choses qui sont très particulières, qui sont faites pour la partie AI ou HPC. C'est des besoins spécifiques, mais sachez que c'est supporté, hein. Et à partir du moment où vous allez utiliser ce type de machine dans vos clusters, eh bien vous allez pouvoir paramétrer vos profils de GPU et donc créer des node pools spécifiques pour l'usage effectivement de ces GPU. Donc comme je disais, on peut diviser les GPU, les partitionner de différentes façons. On va fractionner de la manière suivante. Donc, on va donner des noms de profils qui vont dire combien de proportions du GPU sont utilisées, hein, donc entre 1 septième et 7 septièmes derrière, et donc le nombre d'instances qui seront créées derrière. Alors, point important, ouais, quand on va commencer à utiliser ce genre de choses un peu particulières, une fois qu'on a fait son choix du profil, c'est-à-dire la manière dont on va répartir, entre guillemets, ou partitionner, on ne peut plus le changer. Donc si on veut le changer, il faut recréer un nouveau node pool à côté et supprimer l'ancien. Voilà. En termes de scalabilité, donc, rappelez qu'il y a deux types de scaling quand même qui sont faits, hein. Donc, il y a en termes de scaling horizontal notamment, mais donc il y a du scaling qu'on va pouvoir faire de manière automatique, autoscaling, ce qui est largement sur quoi on va miser. Et puis il y a le scaling manuel, c'est-à-dire qu'on peut dire je crée un cluster, je lui mets de manière manuelle 3 nœuds, et puis si j'ai besoin d'un quatrième, eh bien, je vais venir changer avec une ligne de commande ou un changement dans de l'infrastructure code, ou simplement une réglette dans l'interface graphique. On va changer la taille du nombre de machines dans un node pool. Alors là, quand je parle du nombre de machines dans un node pool, ça veut dire que je suis en train de parler d'autoscaling horizontal. Et donc, dans l'autoscaling horizontal, on va parler donc du cluster autoscaler, donc ça porte bien son nom, auto mise à l'échelle du cluster par ajout ou suppression
de machines dans le cluster. Donc pour en fait jouer sur le nombre en fait d'instances, le nombre de machines virtuelles qui seront au sein du cluster, ce qui va représenter une certaine puissance, une certaine mémoire derrière. Donc là encore, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement le cluster va s'adapter aux applications. Vous envoyez des ordres au travers de l'API serveur au cluster Kubernetes dans Azure. Vous dites, bah, je vais passer par exemple dans un déploiement de 2 réplicas à 50 réplicas, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de création de pods qui vont consommer du CPU, de la mémoire, etc. Et donc, bah, le cluster, au bout d'un moment, va voir en fait que vous avez besoin, vous êtes aux limites entre guillemets de votre enveloppe par rapport au nombre de machines. Et à partir de là, en fait, il va pouvoir s'adapter. Et comme on est sur des VM scale set, hein, eh bien, le VM scale set va simplement piloter l'ajout de nouvelles instances ou à l'inverse le retrait. Donc on va parler de scale out quand on va agrandir le cluster et de scale in quand on va réduire le nombre de machines dans le cluster. Voilà. Donc le cluster autoscaler, il va vraiment se positionner ici pour en gros définir le nombre de nœuds, le nombre de VM qui vont tourner. Et puis on a un deuxième type d'autoscaling qui est horizontal, mais lui va se faire à l'intérieur de Kubernetes. C'est un mécanisme de Kubernetes, non pas d'AKS, qui s'appelle le HPA ou le Horizontal Pod Autoscaling, où à la place de définir dans un déploiement, je veux par exemple 5 réplicas, eh bien vous allez piloter plutôt le nombre de réplicas avec des règles de montée automatique, donc une règle de HPA qui dira pour ce type de pod, on va aller entre X et Y en termes de nombre, et puis les conditions pour augmenter ou baisser le nombre, ce seront les suivantes. Voilà, tout simplement. Donc en gros, on a vraiment un autoscaling là qui est fait du point de vue horizontal à 2 échelles. À l'échelle ici donc du nombre de machines, et donc ça c'est le cluster autoscaler d'AKS, et ici à l'intérieur du cluster, à l'échelle du nombre de pods pour un applicatif donné grâce au HPA, qui est une mécanique intrinsèque de Kubernetes. Et puis on a également du scaling vertical. Alors le scaling vertical, il ne va pas être sur les machines dans Azure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire une machine virtuelle à 2 vCPU et 8 Go de mémoire et je vais la passer à 4 vCPU et 16 Go, donc ça ne marche pas, on ne le fait pas. Par contre, au sein de Kubernetes, désormais, il y a une mécanique qui s'appelle le Vertical Pod Autoscaling qui va être capable effectivement de permettre l'ajout ou la modification des requests et des limites qui sont en fait les éléments qui permettent de dimensionner en gros la puissance et les ressources affectées à un pod. Donc ça pour le coup, désormais c'est disponible dans AKS, c'est disponible depuis 2023, donc c'est relativement récent, on va dire, voilà. Et donc l'idée, c'est que le Vertical Pod Autoscaler, qui est une mécanique de Kubernetes, mais qui est désormais supportée dans AKS, c'est effectivement d'analyser, d'ajuster en gros les ressources en termes de processeurs et de mémoire directement au niveau des applications. Voilà. Bon, rien de plus à dire là-dessus à part l'essayer. Bon, le scaling manuel, on va essayer de le limiter au maximum, hein, parce qu'on est sur des systèmes ici qui sont fortement automatisables et il y a toute la mécanique pour faire l'autoscaling, principalement horizontal, mais également vertical. Et puis également, on a le scale down mode, qui va être le choix quand on va avoir en fait une réduction de la voilure au sein d'un VM scale set. Est-ce qu'on désalloue la machine virtuelle ou est-ce qu'on la supprime? Donc ça c'est important, c'est qu'effectivement désallouer une machine veut dire qu'en gros on l'arrête, donc on libère le CPU et la mémoire de l'hyperviseur. Par contre, on conserve encore le disque dur entre guillemets associé à la machine et donc le stockage du coup est toujours facturé. Alors que si on fait une suppression, eh bien ça veut dire que tout sera supprimé, y compris le disque dur de la machine. Et donc à la prochaine fois, il y aura une recréation d'un disque dur, recréation d'une machine complète. Donc c'est après un choix qui doit être fait entre l'équilibre, la vitesse, entre guillemets, de déploiement. Il sera toujours plus rapide de démarrer simplement une machine que de la redéployer. Et puis le coût. Là encore, ça va coûter plus cher d'être dans un mode où on redémarre, donc en utilisant le désallocate, versus la recréation. Donc là encore, c'est des choix à voir en fonction de la rapidité qu'on veut faire au niveau du scale-out. Alors, point intéressant en termes d'économie, hein,
c'est qu'on peut arrêter un node pool. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer et donc ça va un petit peu avec la notion de désallocation. Donc là je parlais de désallocation automatisée liée au scaling, mais vous pouvez également créer des node pools dans un cluster AKS, c'est dire à un instant donné, ce node pool qui contient par exemple des machines avec des GPU qui coûtent très cher, parce que l'instanciation du GPU coûte cher, quand j'en ai pas besoin, j'arrête le node pool, et quand j'en aurai besoin, je le redémarrerai. Donc le stop and start existe, ça peut être intéressant pour tous les environnements de dev and test, et donc on peut automatiser des procédures en disant tous les soirs à partir de 19h, tous les clusters Kubernetes utilisés dans les environnements de dev and test, on les arrête, il n'y a pas de production dessus, c'est pas la peine de dépenser, de payer du temps d'exécution pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Et donc quand on va faire un stop and start, en gros on va descendre le nombre derrière, on va descendre le nombre de machines à 0. Et donc, dans le type de scaling, sur la partie manuelle, il existe la capacité de dire un node pool, on peut le diminuer, on peut le descendre à 0 machine. Donc, il est toujours défini, mais il n'y a pas de machine qui tourne. Voilà, ce qui correspond au stop. Toutes ces machines qui sont regroupées dans des node pools, on peut associer derrière des métadatas qui sont intéressantes et même importantes dans le cadre de Kubernetes. On va pouvoir leur affecter des métadatas via Azure, via la CLI d'Azure. Donc on va pouvoir teinter les différents nœuds. Donc là, les teintes sont très importantes parce qu'elles permettent de jouer avec la notion de tolération. De dire par exemple, je tolère le déploiement de ce workload sur des machines qui sont teintées vertes ou teintées GPU, voilà, par exemple. Et donc du coup, on peut forcer après, avec différentes règles de tolération, de forcer les déploiements sur certains types de nœuds et pas d'autres. Donc ça, on sait faire la partie teinte lors de la création du node pool et ça fait partie des options. Donc je vais le rechercher. Hop. Voilà. Et donc typiquement, par exemple, là, on recommande fortement effectivement de teinter quand on va commencer à mixer des clusters avec du Windows et du Linux, de bien teinter justement chacun des nœuds pour ensuite, lors du déploiement, d'être sûr qu'on ne va pas essayer de déployer, enfin de donner, entre guillemets, dire au cluster de déployer des applications Windows sur des nœuds qui sont des nœuds Linux, par exemple. Ça paraît le basique, mais c'est bien de le rappeler. On a également la notion de label. Donc, je rappelle que dans Kubernetes fonctionne grâce à la notion de label. Donc, on met des étiquettes qui sont après utilisées dans les mécaniques de Kubernetes. Et donc, dans les métadatas qu'on va pouvoir mettre, on va pouvoir définir des labels. Là encore, au niveau directement du côté infrastructure, du côté d'Azure, alors que normalement les labels se définissent plutôt directement dans Kubernetes. Mais si on recherche ici label, et je crois que je dois en avoir d'autres, non je ne l'ai pas d'ailleurs, mais on va pouvoir, dans les options de ligne de commande, en fait, préciser les labels qui seront à utiliser directement. Et puis également, on peut utiliser les tags d'Azure, ça paraît assez logique, les Azure tags. Mais ça va être intéressant, notamment, j'essaie de vous montrer un exemple. Voilà. Ici, donc là, on envoie des tags là-dessus, et ces tags vont se retrouver en fait également utilisables dans Kubernetes. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que donc les tags, généralement, on les définit côté infrastructure, côté cloud, mais vous allez pouvoir également les définir directement en utilisant des manifestes en fait Kubernetes. Donc dans des fichiers YAML, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Voilà, chaud. Voilà, donc ici, on va pouvoir appliquer des tags. Et ces tags, en fait, vous allez les retrouver directement et pouvoir les réutiliser dans vos manifestes YAML en cube. Donc en fait, globalement, tout va bien se passer en termes de topologie ou de tagging des ressources, parce que ça pourra être fait par les deux équipes. Et donc en fonction de qui fait quoi, vous allez pouvoir le faire d'un côté ou de l'autre. Les snapshots, les node pool snapshots vont permettre, comme son nom l'indique, de prendre un cliché instantané d'une configuration d'un node pool pour pouvoir la répliquer ailleurs. Donc ça notamment, ça va être utilisé dans le cadre par exemple, de créer un environnement de test qui soit représentatif de l'environnement, par exemple, de production.
Et donc l'idée derrière, effectivement, c'est de pouvoir remettre la même image que ce que vous avez, dans la prod, sur un environnement, par exemple, de dev and test, et d'être sûr d'être sur la même image en termes d'OS sur le node pool. Dernière chose, avant-dernière chose, les machines virtuelles et les node pools, et bien derrière, on va pouvoir faire des regroupements. Alors, bien entendu, c'est des VM scale set, donc on va pouvoir jouer sur les zones de disponibilité et dire dispatch les VM de ce VM scale set sur X zones de disponibilité dans les data centers de Microsoft pour assurer une plus haute résilience en cas de panne, par exemple, d'un data center qui est dans une zone de disponibilité. On a la notion également de Availability Set, même si maintenant on va plutôt privilégier la partie AZ. On a la notion de groupe, de placement group. Donc le placement group sont intéressants quand ils sont liés aux machines virtuelles parce que ça va permettre de dire je vais rapprocher physiquement au plus proche dans le data center et donc pour améliorer la latence de communication ces machines virtuelles avec celles-ci. Donc ça peut être intéressant quand effectivement on a par exemple deux node pools qui sont de catégories différentes parce qu'ils font traiter des applicatifs avec leurs propres contraintes, mais ces applicatifs doivent se parler entre eux avec une latence relativement faible, et donc on va pouvoir du coup associer ces machines virtuelles dans des placement groups, et donc faire en sorte qu'ils soient assez proches les uns des autres. Quant au Capacity Reservation Group, chose qui n'est pas très très connue, pas trop utilisée dans Azure, c'est vous utilisez Kubernetes et vous voulez être certain que si à un moment vous avez un énorme pic d'activité, vous puissiez avoir un scaling de votre cluster et donc l'ajout de plein de nœuds. Mais vous voulez être sûr que vous ne tombez pas dans une période relativement rare où on pourrait avoir plein de clients qui vont demander au même moment également plein de ressources, et puis on va se retrouver avec un phénomène de contention où tout le monde ne pourra pas être servi. Donc le Capacity Reservation Group, en gros, ça permet d'être sûr, donc on paye pour ça, d'être sûr que le jour où on a besoin d'une certaine quantité de machines, qui peut être importante, eh bien, elle soit disponible, parce que quelque part, elle aura été réservée, vous aurez réservé de la capacité. Et là encore, ça fait partie des très nombreuses options qu'on peut avoir sur la création de notre pool. Alors, je ne l'ai pas ici, mais c'est pas très grave. Et donc, ça fait partie des moultes options. Donc, là, on a vu qu'il y a énormément d'options. Dernière chose, on peut effectivement également sur un node pool activer sur chacun des nœuds des publics IP. Alors ça, c'est un usage qui est relativement, qui est très spécifique, qui est pour dire, normalement, on n'attaque jamais directement avec des adresses IP publiques les différents nœuds d'un cluster. On va passer par des mécanismes tels qu'un ingress ou un load balancer, et on n'expose surtout pas les adresses des nœuds. Mais dans certains cas, notamment le monde du jeu vidéo, où il y a besoin d'avoir une latence très faible, gagner en fait des étapes d'équipement réseau en allant directement à la cible peut être intéressant. C'est le seul usage de cette option-là. Alors vous aurez compris que là je parle déjà depuis déjà longtemps. Il y a vraiment plein d'options qu'on peut choisir et appliquer sur des machines virtuelles qui vont représenter les worker nodes dans un cluster Kubernetes. Il faut savoir que ici, toutes ces options que vous voyez, que j'ai matérialisées, que j'ai expliquées, ne sont pas disponibles en fait dans l'interface du portail d'Azure. Vous en avez certaines, les plus communes, les plus couramment utilisées, mais vous en avez plein d'autres. Dès que vous serez sur un peu de spécifique ou vraiment du customisé par rapport à vos usages, là il faudra passer probablement par la ligne de commande Azure, donc le AZ Node Pool Create, etc., avec toutes les options qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, on peut aller y faire un tour. Donc, ce serait donc un AZ AKS, un Node Pool Create, voilà. Alors c'est add d'ailleurs, c'est pas create, voilà, c'est add. Donc là, voilà, on retrouve après toutes les options dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autoscaler, je ne vous ai pas précisé également, mais ça on en parlera dans la partie, dans la vidéo sur la sécurité, c'est que par notre pool, vous allez pouvoir choisir des options de sécurisation spécifiques, des choix de disques spécifiques, etc., etc. Mais vous voyez qu'ici, on a énormément d'options, chose qui n'est pas le cas en fait quand vous serez dans l'interface graphique. Donc en gros, si vous voulez commencer à jouer avec des options très particulières,
eh bien, il va falloir passer soit par la ligne de commande AZAKS Nodepool Add, soit passer par de l'infra as code, notamment comme Terraform ou Bicep, par exemple. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Elle était longue, il y avait plein de choses à dire dessus. Si le sujet continue à vous intéresser, que vous voulez aller plus en profondeur sur AKS, donc la playlist de l'ensemble de ces vidéos est en description de cette vidéo et dans cette description de vidéo, pardon, vous avez également le lien vers cette carte ici et donc vers tous les documents que je vous ai montrés durant cette explication. Merci beaucoup et à bientôt.